Mais on va parler de vous au plan politique. Elle a suivi avec Yann Lemoignic un meeting ou un banquet républicain, plus exactement, tenu par votre père dans la banlieue lyonnaise. On regarde. Au Front National, on s'en mêle un petit peu les micros, mais qu'à cela ne tienne, Jean-Marie Le Pen, comme à son habitude, s'en sort par une pirouette. Ça limitera ma gestuelle. Parce que À 84 ans et après 7 candidatures à la présidentielle, Jean-Marie Le Pen est venu pour sa fille mobiliser les troupes. À ce banquet républicain qu'affectionne le président d'honneur du Front National, les militants ne trouvent qu'une très légère différence entre le père et sa fille. C'est un style différent, mais le fond est le même. C'est quand même la fille de son père, c'est toujours le Front National. Elle est plus diplomate. La fille est peut-être beaucoup plus modérée dans ses propos. Elle a peut-être une autre image du Front National, peut-être plus soft, je dirais, entre guillemets. Une modération qui a peut-être incité cette militante UMP à se joindre aux sympathisants FN. Je suis une UMP déçue et malheureuse. Voilà, complètement déçue par Sarkozy. J'ai toujours voté Sarkozy. J'ai hésité à venir ce soir, mais au moins là, j'existe. Quant au père, il est persuadé que, contrairement à lui, pour 2012, sa fille peut vaincre. moi, je souhaitais conquérir le pouvoir, mais l'affaire n'était pas mûre. Elle est en train de mûrir, je crois. Créditée de 15 à 18% d'intention de vote, la candidate du Front National entend convaincre davantage que son père. Madame Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Alors, les gens ont l'impression qu'entre le FN de votre père et le FN que vous présidez, il n'y a pas vraiment de différence, hormis le fait que vous soyez une femme et votre style. C'est-à-dire que le Front National défend depuis de très nombreuses années des idées qui lui sont propres, enfin qui lui sont de moins en moins propres, puisque je remarque quand même qu'elles font des émules, ces idées, dans la classe politique. Nous sommes rejoints sur toute une série de sujets, mais bien souvent, les gens qui disent la même chose que nous disent la même chose que nous pour nous empêcher de le faire. C'est vrai que le monde nous a donné raison. Si vous voulez, l'évolution de notre pays nous a donné raison sur toute une série de sonnettes d'alarme que nous avons tirées, sur lesquelles peut-être nous étions moins crédibles sur le passé parce que beaucoup de Français ne s'apercevaient pas de ce qui était en train de se dérouler, que ce soit en matière d'immigration massive, que ce soit en matière de dérive laxiste, de l'insécurité, que ce soit en matière de financiarisation de l'économie, de prise en main par les puissances financières des moyens de contrôle de notre pays. Beaucoup de Français ouvrent les yeux aujourd'hui et je pense que c'est ça qui justifie non seulement notre succès, qui est incontestable, mais aussi le fait que nos adversaires politiques, disons, viennent sur nos brisées. Voilà. Mais il y a aussi autre chose, Madame Le Pen, c'est que la doctrine du Front National, c'est la préférence nationale. Vous l'avez rebaptisée. La priorité aux Français, finalement, c'est une correction à la marge. Le Front National est toujours le même. Mais pourquoi, oui, mais toujours le même. Quand vous dites ça, on a l'impression que c'est quelque chose de sale. C'est pas ça, hein. C'est parce que vous, on a eu l'impression que vous aviez envie de changer les choses, de montrer un autre visage du Front National. Non, mais changer les choses, ça veut pas dire revenir sur les conceptions qui sont les siennes. Moi, je suis effectivement pour la priorité nationale. La priorité nationale, c'est un patriotisme social, en quelque sorte, que je veux mettre en œuvre. D'autres pays le font, Madame Citier, le Maroc, par exemple. Le Maroc met en place une politique de préférence nationale. Il y en a beaucoup d'autres, d'ailleurs. Je veux cela. Je pense qu'en situation de crise... Quelle différence entre priorité nationale et préférence nationale? C'est la même chose, mais la préférence nationale a été présentée par un certain nombre de journalistes, de responsables politiques, comme étant une préférence ethnique ou raciale. Donc, comme ça n'est pas ça, eh bien, dans ces conditions-là, mieux vaut changer le nom pour qu'il soit plus compréhensible, changer le nom de la mesure pour qu'elle soit plus compréhensible. La priorité nationale, je crois, est plus parlante, parce que ça veut dire que, à compétence égale, un Français, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur, son origine, etc., a un avantage, une priorité sur celui qui n'a pas la nationalité française. Alors, autre chose, cette semaine, vous avez annoncé le déremboursement de l'IVG. Si vous êtes présidente de la République, en tant que femme, franchement, est-ce que ça ne vous heurte pas, Madame Le Pen ? D'abord, je n'ai pas du tout proposé cela. C'est pas dans mon projet. Et j'ai dit que si j'étais amenée à faire... Vous l'avez dit cette semaine, Madame. Non, Madame, Le Pen. j'ai dit que si j'étais amenée à faire un choix budgétaire, puisque un tiers des Français aujourd'hui ne se soignent plus correctement, on ne cesse de dérembourser des médicaments, des personnes âgées se retrouvent à ne pas pouvoir se soigner dans leurs affections de longue durée parce qu'ils n'en ont plus les moyens. S'il y avait un choix à faire, je dérembourserais les avortements de récidive. Les avortements de récidive... Et comment... Mais justement, comment différencier
vérifier, parce que vous êtes en train de nous parler d'abus, celles qui font des abus, soi-disant, des IVG, mais vous croyez qu'on avorte par plaisir? Non, madame, il y a des gens il y a des femmes qui abusent, oui, il y a des femmes qui abusent, et en abusant d'ailleurs, elles sont en train de détruire le système. Il y a 2 femmes sur 10 aujourd'hui qui multiplient les avortements, c'est-à-dire qui utilisent les avortements comme un moyen de contraception. Et je pense que la communauté nationale n'a pas à prendre cela en charge. En l'occurrence, beaucoup de médecins pensent cela aussi. Et je crois même pouvoir vous dire que Madame Veil elle-même, était lors du vote de la loi contre le remboursement d'ailleurs de l'avortement. Donc moi, ça n'est pas mon cas, mais je crois qu'il y a des abus, et quand il y a des abus, il n'y a pas de tabou, Madame Setiti. On a le droit de le dire, et on a le droit de dire pour permettre aux femmes qui sont réellement dans une détresse psychologique et matérielle de pouvoir accéder à l'avortement, eh bien, il faut le préserver tel qu'il est et ne pas accepter les dérives qui peuvent demain le remettre en cause. Vous avez parlé de Madame Veil, justement, nous allons l'écouter. C'était en novembre 1974. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Alors Madame Le Pen, elle dit bien que celles qui sont touchées, ce sont les femmes qui ne peuvent pas aller se faire avorter à l'étranger, par exemple. On ne va pas refaire le débat de l'avortement. Mais non, on ne fait pas le... Mais simplement... 73, si vous voulez. Personne ne veut le remettre en cause. Mais donc, non, mais Madame Le Pen, ça veut dire que vous attaquez aux pauvres. Aujourd'hui, vous attaquez à celles qui... Madame Veil, je peux le dire aujourd'hui, je crois, partage mon avis. Madame Veil a toujours dénoncé le fait d'utiliser l'avortement comme un moyen de contraception. Elle a toujours considéré que cet acte, qu'elle savait traumatisant, parce que nous savons toutes que c'est traumatisant, doit être un acte ultime, doit être le dernier acte possible quand tout le reste a été essayé. Bon, et je crois pouvoir vous dire honnêtement que pour préserver cette possibilité, il faut ne pas accepter que la communauté nationale rembourse ce qui apparaît comme une dérive de ce système, comme un abus de ce système. Et il y en a d'autres, il y a des vraies questions dont on doit parler. Moi, je préfère rembourser la pilule de 3e génération, ce qui parfois n'est pas le cas, que de rembourser des gens qui abusent de l'avortement. Moi, je préfère permettre le remboursement de l'aide à la procréation, parce qu'il y a aujourd'hui des jeunes couples qui sont de plus en plus nombreux et qui, au bout de 3 ou 4 aides à la procréation, sont obligés de fuir en Espagne pour pouvoir continuer à en faire, parce que c'est interdit en France. Alors, voilà, c'est des choix, moi je les assume sans aucune difficulté, mais j'aime pas qu'on caricature mes positions. Alors, on va parler d'autre chose maintenant, du halal. Gilles Kepel, que vous connaissez peut-être, qui est un sociologue, spécialiste de l'islam, qui a écrit des livres sur les banlieues, comme vous, estime qu'il y a une question du halal. De ce point de vue-là, il est d'accord avec vous. Il l'a dit, il consacre un très long chapitre dans son dernier livre, 93. Mais là où il se différencie totalement de vous, c'est qu'il pense que les solutions que vous préconisez ne sont absolument pas les bonnes pour régler le problème. On l'écoute et puis ensuite, vous répondrez. Il me semble que le principal problème aujourd'hui dans les quartiers pauvres, dans les zones urbaines sensibles, c'est qu'à peu près 1 jeune sur 2 actif et qui n'est pas scolarisé est au chômage. À force d'envoyer CV sur CV auxquels on ne répond pas, à force de ne pas trouver de réponse à leur demande d'emploi, on voit que, comme on l'a montré dans notre enquête récente en Seine-Saint-Denis, beaucoup de ces jeunes vont perdre confiance dans les valeurs de la République, et c'est dans ce contexte-là que se développe un sentiment de repli communautaire qui va parfois trouver dans l'exacerbation du respect du halal dans un sens strict, dans un sens rigoriste, ce qui n'est pas le cas généralement, pour la majorité des cas, une sorte d'exutoire. Or, il me semble que pour le quinquennat qui vient, pour le grand débat de la présidentielle, la question principale, c'est la question sociale. C'est en agissant sur l'éducation, qui est la clé de l'accès à l'emploi, qui va permettre à la fois de redonner espoir à la jeunesse et aussi de mettre notre pays dans une meilleure situation à l'échelle internationale, que doivent se concentrer tous les efforts. Si on ne se concentre pas sur la question sociale d'abord
Et si on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on agite le chiffon identitaire, alors on fait tout l'inverse de ce qu'il faut et on met la charrue avant les bœufs et on se dirige vers l'échec. Non, mais Marine Le Pen. je ne comprends pas le. Mais si, le problème, c'est que le repli identitaire est provoqué par un problème social. Presque un jeune sur deux qui est au chômage. Et si on exacerbe le côté identitaire, eh bien, on ne fait que figer les gens sur leur position et dresser les uns contre les autres. Non mais monsieur, d'abord moi, je suis la seule à proposer dans mon projet de créer l'emploi, quand tous les autres proposent d'indemniser mieux le chômage. Hein. Bon, donc non, comme si, non, il n'y a pas de projet pour créer de l'emploi. Créer de l'emploi, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas pour protéger la concurrence. Soutien à la formation. Mais formation, mais ça ne crée pas l'emploi, ça, monsieur. Ben, ça permet d'obtenir les moyens d'exercer une profession. Non, mais ça ne crée pas l'emploi. Vous êtes être formé pour quelque chose, encore faut-il qu'il y ait quelque chose. Ça, c'était Nicolas Sarkozy. On propose aussi, il y a d'autres qui proposent de soutien au PME. Enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus. Bon. Moi, je crois votre position, Madame Le Pen. Mais en l'occurrence, ça n'est pas le repli identitaire que je critique, que je conteste dans l'affaire du halal. C'est la dictature des minorités. Voilà, c'est la dictature des minorités, c'est-à-dire que sous prétexte qu'il y a une minorité qui a une tradition qu'elle a le droit d'avoir, d'ailleurs c'est son problème, hein, mais du coup la majorité des gens sont obligés de se plier à cette minorité et à manger selon des préceptes qu'ils contestent. Ils contestent pour des raisons de souffrance animale, qu'ils contestent pour des raisons de laïcité parce qu'ils n'ont pas envie d'acheter. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution parce que qu'ils n'ont pas l'interdiction, envie Madame d'acheter Le de la Pen viande qui entraîne le versement d'une taxe religieuse aux mosquées, et cela dans l'opacité la plus totale, c'est-à-dire qu'on ment qu'il y ait des problèmes, oui. C'est certain, mais le halal n'est pas seulement une question alimentaire, c'est aussi une question de code de vie. C'est ce que dit Gilles Kepel, donc qui va même à la limite peut-être plus loin que vous, même dans l'explication du phénomène. Mais il dit que si nous raidissons les gens les uns contre les autres, nous n'allons faire que amplifier le problème. Non, mais monsieur, nous n'allons pas parce que ce sont des Français. Par conséquent, il y a bien une question à régler. Les gens les uns contre les autres. Nous allons rappeler que nous sommes ici en France. Oui. Que la France est fondée sur un certain nombre de valeurs, qu'elle s'est construite tout au long des siècles. Mais est-ce que la priorité, c'est pas d'éviter le repli sur soi? Non, mais que la laïcité est un principe qui n'est pas contournable et qu'on ne se soumettra pas aux desiderata d'une minorité. Est-ce que vous savez, monsieur Mazerolle, que à cause de l'existence, ça n'existait pas, des mariages forcés dans notre pays, qui ont été évalués à 70 000 par an, on a changé la loi sur l'âge légal du mariage. Est-ce que vous savez que pour lutter contre le mariage forcé, l'âge légal de mariage des jeunes filles est passé de 15 à 18 ans en 2006. C'est-à-dire qu'on a adapté nos lois pour s'opposer à des phénomènes que nous ne connaissions pas et qui sont le fait de minorités. Personne ça ne n'est dit pas qu'il admissible. ne faut rien faire. Simplement, est-ce qu'il faut dresser les gens les uns contre les autres? Écoutez, monsieur, alors, qu'est-ce qu'on fait? On le cache aux Français, mais alors? il ne s'agit pas de cacher. Alors, il s'agit de dire les choses paisiblement. Mais monsieur, paisiblement, il y a une loi qui oblige à à étourdir les animaux avant de les tuer. Il faut faire appliquer cette loi. Et c'est ainsi. Et ça n'est pas autrement. Vous voulez faire fermer tous les abattoirs là, alors? Je fais appliquer la loi. Non, mais je vous pose la question. Ça veut dire fermeture des abattoirs? Je ne les fais pas fermer. Ils vont se soumettre à la loi. La loi, c'est l'étourdissement préalable des animaux. Alors, et je vais vous dire une chose, c'est même pas contraire d'ailleurs aux préceptes religieux, puisque M. Boubaker de la mosquée de Paris a expliqué que c'était parfaitement possible. Mais il faut le dire tranquillement, et quand on s'assoit autour d'une table, on arrive à discuter. Non mais monsieur, il y a un autre problème avec le halal. C'est plus compliqué avec le judaïsme. Non mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Il y a un autre Donc ça problème. veut dire que vous supprimez également les abattoirs cachers. Il y a un autre problème. C'est le problème de la sécurité. Ma question est précise. Vous supprimez également les abattoirs cachers. Je soumets tout le monde à la loi. Je soumets tout le monde à la loi. Il y a un autre problème, c'est le problème sanitaire. Ouais. Qui est passé inaperçu, qui est passé au second plan et qui pourtant existe.
les vétérinaires qui sont bien placés d'ailleurs vous le diront. Un rapport de la Cour des comptes de 2008 qui n'a pas été rendu public le disait aussi. L'Europe est venue le dire plusieurs fois. Ces méthodes d'abattage posent un problème de sécurité alimentaire. Et je ne voudrais pas qu'on laisse une bombe sanitaire dégoupillée. Il y a là une obligation. C'est pas la méthode qui pose un problème, c'est peut-être les problèmes d'hygiène dans certains établissements. Non, mais c'est aussi la méthode. On va passer peut-être à autre chose, Madame Le Pen, s'il vous plaît. Dans la technicité avec vous, mais c'est aussi la méthode. Quoi qu'il en soit, si je n'avais pas été là pour apprendre aux Français que 50% de la viande abattue en France et donc distribuée est, l'objet du versement d'une taxe de la part de consommateurs à leur insu et qu'ils n'en sont pas informés, si je ne l'avais pas dit, qui l'aurait dit? Mais Madame Le Pen, vous ne pensez pas que les Français ont d'autres soucis, par exemple? Autre chose. Bon, je ne sais pas, Madame. Autre chose. Il semblerait, Madame, peut-être, vous avez d'autres soucis. Ils en ont aussi beaucoup d'autres, des soucis. Mais ça, c'est une préoccupation pour eux, qui est une préoccupation essentielle, semble-t-il, parce que ça touche au lien de confiance que les Français doivent avoir à l'égard de leurs dirigeants. Et lorsqu'ils apprennent, comme ça a été dans d'autres cas, pour le Mediator, que des considérations économiques et politiques liées les unes aux autres font qu'on leur cache des choses et qu'on leur impose à leur insu quelque chose, ils ont toutes les raisons d'en être scandalisés et de demander que cela change. Alors, Madame Le Pen, on va passer à toute autre chose. On va parler un petit peu de Monsieur Sarkozy. Alors, est-ce que finalement, votre parti n'est pas juste une machine à faire perdre Nicolas Sarkozy? D'ailleurs, on va l'écouter. Et oui, vous pouvez écarquiller les yeux, Madame Le Pen. Mais on va écouter Nicolas Sarkozy, c'était sur France 2 cette semaine. Je dis aux électeurs du Front National qu'apporter une voix à Jean-Marie Le Pen hier ou à Marine Le Pen aujourd'hui, ben cette voix, elle profitera à qui? Elle profitera aux socialistes. Et donc, ils auront quoi? Le vote communautaire, la régularisation générale. Il faut que les choses soient dites. Donc vous faites passer le Parti socialiste. Non mais c'est complètement ahurissant. Je vais vous dire, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que ce qui fait perdre Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy, permettez-moi. J'ai lu Un Contre-Flot, votre autobiographie qui a été publiée en 2006, dans laquelle vous racontez comment effectivement SOS Racisme a été créé par François Mitterrand et par la gauche à l'époque pour face au Front National, ce qui a permis au Front National d'exister, et qui a enquiquiné beaucoup la droite finalement, et permettait à la gauche de se rétablir. Non, mais ça n'a rien à voir. La création de SOS Racisme par le Parti Socialiste et les liens qui existent encore aujourd'hui entre SOS Racisme financés par 500 000 euros par an, je le dis aux gens parce que je pense qu'ils ne sont pas au courant, 500 000 euros par an de subventions à SOS Racisme, c'est une structure politique qui a été créée et qui consistait à accuser tous ceux qui s'opposaient à l'immigration de racistes. Ça a très bien marché, ça a très bien marché. Et ça a fait monter le Front Pendant National. 25 ans, on n'a pas pu parler d'immigration et on continue d'ailleurs parce que dès qu'on parle d'immigration, on est traité de raciste. Et ça a fait monter le Front National. Ah non, ça n'a pas fait monter le Front National. Le Front National a existé. C'était un punching ball. Non mais le Front National a existé parce qu'il a eu des positions courageuse envers et contre tous, permettez-moi, parce qu'il n'a jamais voulu rentrer dans un système qui est un système délétère, un système de conflit d'intérêts, un système qui a tourné le dos, qu'il soit d'ailleurs de droite ou de gauche, qui a tourné le dos au peuple. Mais Nicolas Sarkozy, s'il perd, c'est à cause de Nicolas Sarkozy, c'est parce qu'il n'a pas respecté les promesses qu'il avait faites en 2006, c'est pas à cause de moi. Et lorsque j'entends Nicolas Sarkozy dire ça, alors que sa porte-parole, Nathalie Kosciusko-Morizet, a appelé à voter socialiste au cantonal, en disant, moi si j'ai le choix entre un Front National et un socialiste, je vote socialiste. Donc ça veut donc dire qu'il a dans ses équipes des gens qui idéologiquement se sentent extrêmement proches du Parti socialiste. Jusqu'à présent. Bon, la règle républicaine. C'est ce qu'on a appelé la règle républicaine. Mais d'accord, mais alors dans ces cas-là, qu'on vienne pas me dire que c'est moi qui fais gagner le Parti socialiste, parce que là, en l'occurrence, ce sont eux. Et quand lorsque je me suis retrouvé au second tour avec Steve Briouat au municipal d'Hénin-Beaumont, ils ont
tous appelés à voter socialiste au second tour. Monsieur de Villepin, Madame Morano, Madame Pécresse, etc., etc. Donc ils ont préféré faire élire un socialiste plutôt que de faire élire Steve Briouat à la tête de la municipalité. Bon, le fait d'être candidate, c'est parce que je suis en désaccord avec ce qu'il fait. Je suis en désaccord avec tout ce qu'il a fait pendant 5 ans. Alors, si on en arrive à croire à ce type d'argument, qui me paraît d'ailleurs très faible, honnêtement, et assez malhonnête, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie alors. Parce que s'il ne doit plus y avoir que Nicolas Sarkozy et François Hollande à combattre, c'est jouer le second tour avant le premier. Or, je pense que les Français ont, eux, envie qu'il y ait un premier tour. On arrête avec cette séquence. Merci Farida. Merci. Et on aura la séquence suivante dans un instant. Question de français. Vivez des expériences uniques avec Chrome, Dazzaro. Amivac.com. Vous recherchez ou proposez une location vacances? Amivac.com, 25 000 locations vacances. Amivac.com, l'ami de vos vacances. Sur Internet, renéchâteauvidéo.com, la mémoire du cinéma français en DVD. Eh ben c'est pas aujourd'hui le spectacle de ton fils. Eh ben si, on est le 13. Chaque 13 du mois, le PMU débarque avec 5 millions d'euros. Super tirelire du 13 mars à gagner au Quintet Plus. Miramar Croesti. Miramar Croesti. Miramar Croesti. Ma thalassothérapie. L'info du jour. Lu petit déjeuner devient Belvita petit déjeuner de Lu. Oh non. Le nom change, mais la recette reste la même. Mais le petit déjeuner, c'est plus les mêmes. Pour le monsieur mal réveillé, je répète, le nom change, mais la recette reste la même. Ah oui, c'est la même. Un petit peu la trouille quand même, hein. T'es rassuré, mon chéri? Moi, j'avais compris. Lu petit déjeuner devient Belvita petit déjeuner. Le nom change, mais la recette reste la même. En ce moment, 50 centimes de réduction sur les biscuits Belvita petit déjeuner. Bassin d'Arcachon, les vraies vacances, c'est ici. Une idée, elle jaillit, elle explore. Mais c'est seulement quand elle ose le saut dans l'inconnu qu'elle peut devenir une grande idée. Venez essayer la nouvelle Civic aux portes ouvertes Honda jusqu'au 18 mars. Question de français, Marine Le Pen, on est enregistré dans la rue avant cette émission. Question de Catherine. Je fais partie d'une société qui a fait plus de 100 millions de bénéfices à la fin du mois de décembre 2011. Et au mois de janvier 2012, on nous annonce qu'il n'y aurait plus de travail pour nous qui sommes en CDD. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? C'est scandaleux. Il faut sortir du capitalisme financier, c'est-à-dire où ce sont... En réalité, on a perdu de vue ce qu'était une entreprise. Il y a beaucoup de petits patrons qui sont des gens extrêmement corrects, qui ont une vraie vision de l'homme, mais il y a un certain nombre qui considèrent aujourd'hui l'homme comme une véritable machine. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous souvenez, on en parlait tout à l'heure. Je disais, ce qui est terrible aujourd'hui dans l'économie, c'est que l'économie n'est plus au service de l'homme. C'est-à-dire que l'objectif, c'est le profit à tout prix, et on ne s'intéresse plus aux moyens, on s'intéresse uniquement à la finalité. La finalité, c'est de verser le plus de dividendes à des actionnaires. Mais les moyens, c'est-à-dire le bien-être de ceux qui travaillent, la participation à l'œuvre commune de construction pour faire avancer notre pays, cela est complètement oublié. Une question qui est d'actualité, qui ne concerne pas une petite entreprise d'ailleurs, qui est Florange. Bon, là, il y a un actionnaire qui, pour le moment, a fait arrêter le fonctionnement des hauts fourneaux, tout simplement parce
parce qu'il est en état de surproduction et il ne veut pas vendre à quelqu'un d'autre, disent les salariés, parce que il ne veut pas avoir de concurrents ultérieurement. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président de la République aujourd'hui, là, dans cette situation? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un vrai problème de fond, de concurrence, qu'en réalité, la concurrence libre et non faussée qui nous a été vendue par l'Union européenne, et c'est exactement l'inverse. C'est une concurrence contrainte. On a poussé bien souvent à l'hyperconcentration dans un certain nombre de secteurs. On a laissé se constituer des monopoles ou des gens qui sont en situation de monopole. En cela, on a tué la concurrence des indépendants, et ça a été vrai, par exemple, dans les relations entre la grande distribution et les petits commerçants ou les petits producteurs, les pêcheurs, les agriculteurs, etc. Et c'est tout à fait l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut lutter contre les ententes, lutter contre les positions, les situations de position dominante, parce que l'existence d'une véritable concurrence saine et véritable dans notre pays est un enjeu qui est en voie de disparition. Question de Virginie. Moi, je suis maman de 2 enfants, je travaille parce que je suis obligée de travailler. On est obligé de travailler à 2 dans les couples. Et donc, voilà, il n'y a rien qui est fait pour la femme active qui travaille. Les indemnités CAF sont de plus en plus basses, on n'a aucune aide, on n'a aucun soutien. Donc, voilà, qu'est-ce que vous comptez faire pour nous ? Alors ça, cette dame, c'est exactement le symbole de la classe moyenne. Trop pauvre pour être riche, trop riche pour être pauvre. C'est-à-dire que elle est le symbole d'abord de l'absence de choix en réalité des femmes, parce qu'on a beaucoup parlé de l'envie des femmes de travailler. J'y participe. Moi, je suis une femme qui travaille. Et beaucoup de femmes ont envie de travailler, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ne peuvent pas faire autrement que de travailler, parce qu'avec un salaire, on n'arrive plus à élever des enfants aujourd'hui. À celle-là, je propose le salaire parental, c'est-à-dire la possibilité de se consacrer, si elles le veulent, si elles le désirent, à l'éducation de leurs enfants, avec 80% du SMIC, un statut social. Oui, pendant 3 ans, je crois. Une retraite, exactement. Alors, est-ce que vous ne redoutez pas le retour au travail, ou la difficulté de retourner au travail ensuite? Non, je crois pas. Enfin, pas plus que pour le congé parental, si vous voulez. Je crois que c'est une amélioration pour la condition de la femme que d'avoir la possibilité à nouveau de choisir de travailler, bien sûr, et de ne pas travailler. Mais celles qui choisissent de travailler, il faut qu'elles trouvent des crèches, par exemple. J'ai proposé une loi SRU pour les crèches, pour qu'il y ait assez, puisque dans 26 départements, il n'y a que 10 places de crèche pour 100 enfants. Ça, c'est pas possible. Pour que les femmes puissent travailler si elles le veulent, il faut aussi qu'on multiplie la capacité pour accueillir leurs enfants. J'ai proposé, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la prise en charge des cotisations salariales à hauteur de 200 € pour augmenter net le salaire de 200 € jusqu'à 1500 €, sans que cela pèse sur l'entreprise, parce que je sais que les entreprises, pour beaucoup, sont au niveau du nez en termes de respiration économique. Et puis, on va agir sur le pouvoir d'achat. Agir sur le pouvoir d'achat, c'est la baisse de 5% des billets de train, électricité, gaz, parce que c'est devenu insoutenable, les augmentations. C'est la baisse de 20% de la taxe sur le pétrole qui va dans les poches de l'État et qui augmente évidemment toujours le prix de l'essence, ce qui pèse sur le pouvoir d'achat. C'est la lutte contre les les femmes seulement, ça. Non, mais c'est la lutte contre les ententes dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que vous savez que les ententes entre comment dire, professionnels, eh bien, privent une partie du pouvoir. Question, là, parce prive une partie du pouvoir d'achat des Français. Et ça, c'est encore une fois essentiel de pouvoir rendre aux Français leur pouvoir d'achat. Question de James. Qu'est-ce que Marine, elle nous propose? Parce que nous, on vit en France et on a des parents français, on a des enfants français, j'ai ma femme française, mes enfants. Et moi, j'ai refusé la nationalité française tout simplement par le fait de ne pas se sentir français. Dans ce pays que j'aime bien, c'est la France qu'on adore tous, mais c'est bizarre. Voilà. C'est pas fréquent, quelqu'un qui refuse la nationalité française. Il dit oui, parce que quand on me regarde, on ne me prend pas pour un Français, donc je préfère être ce que je suis. Oui, mais je crois qu'il faut revenir au principe de la République française. Il faut arrêter le communautarisme, il faut revenir au concept de l'égalité républicaine. Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans le regard des autres, là, voilà, on regarde ce monsieur, on ne pense pas spontanément qu'il est français? Ça pose pas un problème? Bah écoutez, c'est absurde. Parce que lui, il le ressent comme tel. Oui, mais c'est absurde, parce qu'en l'occurrence, si vous voulez, on a beaucoup de Français qui sont des Français des dom-toms. Je les salue d'ailleurs, parce que on les oublie, on n'en parle pas beaucoup, et qui sont des Français de couleur, et ça a toujours été le cas. Bon, maintenant, c'est vrai que l'immigration massive
perturbe les Français, ça c'est une évidence. Ils ont le sentiment que des gens ont acquis la nationalité française de manière automatique, sans vraiment l'avoir voulu ni même demandé, et que aujourd'hui il y a des confrontations de culture. Hein, on leur a imposé le multiculturalisme, et ça effectivement, ça crée de grosses difficultés. Et bien plutôt que de les nier ces difficultés, il faut s'y atteler. Je crois qu'il faut aujourd'hui arrêter l'immigration parce que elle est trop importante et nous n'arrivons plus à assimiler tout le monde. On passe à la dernière séquence, Madame Le Pen, l'after RMC. Avec Christophe Jacobicine. Bonsoir Christophe. Bonsoir Olivier, bonsoir Marine Le Pen. On a suivi à la télévision sur BFM TV le meeting de Nicolas Sarkozy à Villepinte. Un nouveau Nicolas Sarkozy qui défend la forteresse Europe dans tous les domaines, en matière d'immigration, en matière de politique commerciale, de politique douanière, et puis aussi en matière de préférences françaises et communautaires. On écoute votre réaction à ce nouveau Nicolas Sarkozy. Il n'y a qu'un malheur, c'est que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de demain avec Nicolas Sarkozy. C'est un homme qui change d'avis en fonction des sondages. Alors, mais quand même, Marine Le Pen, si c'était cette fois-ci le bon Nicolas Sarkozy, la bonne version, puisque finalement ce qu'il défend en matière de forteresse européenne, c'est un peu ce que vous avez défendu pendant des années. Mais monsieur, il a déjà fait ses promesses. Pourquoi est-ce qu'il ferait demain ce qu'il n'a pas fait hier? C'est ça le problème. Peut-être parce qu'il y a 2 ans, il y avait la crise financière, il y avait d'autres priorités qui étaient de défendre l'euro à ses yeux et que maintenant il peut s'occuper peut-être d'autres chantiers. Parce que vous croyez, parce qu'il pense que l'euro est sauvé. Alors c'est vraiment extrêmement grave. Il l'a dit pendant le discours, il a dit que, effectivement, que grâce à lui, l'euro était sauvé. Oui, bien sûr monsieur, mais il l'a dit 20 fois. On a eu 20 sommets européens où il est venu dire « ça y est ». L'euro est sauvé, la Grèce est sauvée. Et à chaque fois, quelques semaines plus tard, parfois même quelques jours plus tard, la crise reprenait de plus belle. La crise n'est pas terminée. La crise économique fait des ravages dans notre pays, sans d'ailleurs, semble-t-il, qu'on accepte de la voir. Les Français ne croiront pas, parce qu'ils la vivent au quotidien, que la crise est terminée. On essaye de dire, vous voyez, ça y est, c'est fini. Ça n'est pas fini. Aujourd'hui, les entreprises ne trouvent plus de financement. Les entreprises sont dans des difficultés économiques majeures. On est en train de déréguler le travail. C'est ce que d'ailleurs veut faire Nicolas Sarkozy. De déconstruire notre système de protection sociale pour essayer de redevenir compétitif dans une sorte de course folle au moins-disant social avec des pays, avec les pays émergents. De mettre une sorte d'ultimatum à nos partenaires européens pour renégocier la politique migratoire au niveau européen, pour renégocier aussi la politique commerciale qu'on négocie tous les ans à l'OMC, pour aussi imposer la préférence communautaire pour les produits, par exemple, qui sont issus d'un appel d'offres public. Mais monsieur, il a fait l'inverse. C'est même pas qu'il n'a pas fait ça, c'est qu'il a fait l'inverse. Il a inscrit dans le marbre la disparition de notre liberté de peuple. Il nous a soumis. Mais il propose l'inverse, là. Peut-être qu'on peut le croire, mais oui, non ? mais d'accord, mais le traité, il l'a fait il y a quelques jours. Alors, moi, je veux bien qu'il ait changé encore d'avis en quelques jours. Non, mais est-ce qu'il ne va pas encore changer d'avis ? En effet, c'est que lui pense qu'avec la souveraineté que l'on partage avec d'autres pays qui sont nos voisins, nous pouvons constituer une sorte de pacte. Il y avait un match de rugby aujourd'hui, vous savez, le pacte là en rugby, qui constitue une force par rapport au reste du monde, alors que la France seule, isolée... Monsieur Mazerolle, cette utopie nous a été vendue déjà 100 fois. Cette utopie d'une Europe forte, avec des nations qui se tiendraient et qui pourraient faire échec au dollar, on a vu ce que ça a donné. Nous sommes un continent au bord de la faillite. Voilà ce que ceux qui nous gouvernent depuis 30 ans ont réussi à faire de notre continent, un continent au bord de la faillite. Vous croyez que seul, on pourra mieux se défendre par rapport aux produits chinois, par rapport aux produits d'Amérique du Sud, d'Afrique? Oui, mais là, on est ouvert aux 4 vents. Il propose justement de fermer. Il propose aux partenaires, il demande que notamment la Commission aille négocier désormais avec un mandat politique du Conseil. Monsieur, moi je suis député européen. En toutes circonstances, tous les discours que j'ai entendus de la part de M. Barroso, de M. Van Rompuy, de l'UMP
de l'UMP, du PPE au Parlement européen, c'est la lutte à mort contre le protectionnisme. Le simple mot de protectionnisme leur fait dresser les cheveux contre la tête. L'idée de Nicolas Sarkozy, c'est justement un dogme. avec son nouveau quinquennat, peut-être de changer cette idéologie qui prévaut en Europe aujourd'hui. Mais pourquoi on le croirait, monsieur ? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on le croirait ? Pourquoi est-ce qu'on croirait qu'il a complètement changé d'avis et que, alors même que... Parce qu'il a déjà secoué l'Europe en période de crise. Mais il n'a rien secoué du tout. Il s'est fait secouer par l'Allemagne. Oui, ça c'est sûr, mais il n'a rien secoué du tout. Ces choses-là nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Voilà la devise de Nicolas Sarkozy. La réalité, c'est que c'est l'Europe allemande qui nous est imposée. C'est pas l'Europe française. Il n'a eu aucun pouvoir en réalité sur l'Europe. Il s'est soumis aux desiderata de Madame Merkel et nous sommes aujourd'hui engagés dans une seringue qui est une seringue mortelle pour notre pays. Il nous a engagés par le vote du mécanisme européen de stabilité avec l'onction du Parti socialiste. On s'est encore engagé pour 74 milliards supplémentaires. Mais ce n'est que le début. Demain, peut-être 100, 150, 200, 300 milliards. Du Parti socialiste, ils n'ont pas voté justement ce plan. Mais monsieur, comment peut-on s'abstenir sur un sujet aussi important ? Je veux dire, on est pour ou on est contre. Si on s'abstient, on sait très bien qu'on laisse ce mécanisme être voté. C'est presque la pire des lâchetés, pour le coup, que de s'abstenir sur un sujet aussi important que celui-là, qui nous impose, et ça les Français doivent le comprendre, on vient de nous imposer l'austérité définitive. Est-ce que les Français le savent, ça ? Avec l'onction du Parti socialiste, Nicolas Sarkozy nous impose l'austérité définitive. Et on continue, encore une fois, à enrichir les banques, à enrichir les marchés financiers et à s'appauvrir pour qu'un petit nombre... vive de mieux en mieux. Alors, je vous lisais, l'autre aspect, c'est la forteresse Europe, selon Nicolas Sarkozy 2012. C'est la politique migratoire. C'est le radeau de la Méduse, cette forteresse. En tout cas, c'est votre avis. On va réécouter Nicolas Sarkozy, candidat. Il faut une convergence renforcée en matière de droit d'asile et de droit des étrangers. Il y a urgence. Si je devais constater que dans les 12 mois qui viennent, il n'y avait aucun progrès sérieux dans cette direction, alors la France suspendrait sa participation aux accords de Schengen jusqu'à ce que les négociations aient abouti. Vous pourriez être à sa place sans changer un mot de ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que quand je me suis fait... Quand j'ai demandé ça au moment de Lampedusa, je me suis fait traiter de tous les noms par l'UMP qui m'a expliqué. Donc là, vous n'avez rien à retirer de ce qu'a dit ou à ajouter à ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Mais non, mais j'ai rien à ajouter, sauf qu'une fois de plus, il dit la même chose que moi pour m'empêcher de le faire. Voilà, moi je regarde son bilan, ça me paraît quand même assez sain de regarder le bilan des gens. Le bilan, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de droits d'asile accordés. Il n'y a jamais eu autant d'immigrés légaux qui sont entrés dans notre pays. Il n'y a jamais eu autant de clandestins. Il n'y a jamais eu autant de regroupements familial. Il n'y a jamais eu autant d'immigration de travail. Marine Le Pen, je vous ai vu dans le journal du dimanche aujourd'hui une tribune qui est signée par Martin Hirsch, mais aussi le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou encore le président du Secours catholique qui fait le bilan de l'immigration à partir d'un rapport officiel qui estime à 3,9 milliards d'euros le gain pour les régimes sociaux de l'immigration en France et 12 milliards par an pour les comptes publics. Alors il en faut 10 fois plus. Il faut 10 fois plus d'immigrés, comme ça on aura 30 millions de bénéfices. Non monsieur, c'est faux. C'est faux, les calculs qui sont faits là-dessus sont faux. Monsieur Lolland a fait un colloque il y a très peu de temps où évidemment l'immigration est un coût, pour une raison d'ailleurs très évidente et de bon sens. C'est que à partir du moment où des étrangers entrent légalement dans notre pays à hauteur de 200 000 par an et que nous n'avons pas d'emploi, qui les prend en charge ? Qui les nourrit ? Qui les soigne ? Qui les loge ? C'est la communauté nationale. Voilà, c'est aussi simple que cela. 24%. Apparemment, le rapport dit l'inverse. Ils disent que notamment après 60 ans, les transferts reçus par les migrants deviennent significativement inférieurs à la moyenne nationale. On a un déficit de la sécurité avec des pays du Maghreb qui est délirant depuis des années. Il n'est rien fait pour lutter contre cela. On accorde des aides. Et franchement, je vais vous dire, il y a un certain nombre, je le dis très clairement, de clandestins qui sont mieux traités dans notre pays que ne le sont un certain nombre de retraités ou que ne le sont un certain nombre de personnes âgées ou de mères de famille monoparentales. On paye aussi des retraites à des personnes qui étaient françaises. Oui, d'accord, mais il y a un déficit de la sécurité sociale avec un certain nombre de pays sans qu'on ne s'y attelle. Je le dis clairement, cette situation où nos compatriotes sont moins bien traités
en France que ne le sont des étrangers et même des clandestins doit cesser. C'est une injustice qui devient insoutenable. Marine Le Pen, pour finir, une question très concrète. Vous avez parlé de l'école, vous avez parlé de l'autorité à l'école, on vous réécoute tout de suite. En matière d'école, je crois qu'il faut surtout rétablir l'autorité. Il faut aussi que la société accepte l'autorité de l'école, parce qu'aujourd'hui, l'autorité de l'école est de plus en plus contestée par la société. Et ça a une conséquence, ça, monsieur Nodibio, c'est que de plus en plus de gens se tournent vers l'école privée. Alors, je voudrais que très concrètement, vous nous disiez comment vous feriez, si vous étiez présidente ou ministre de l'Éducation nationale, pour restaurer cette autorité à l'école publique qui, selon vous, fait défaut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reformer les professeurs, il faut interdire aux parents d'entrer à l'école. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que, surtout, les professeurs soient soutenus par leur hiérarchie quand ils expriment l'autorité dans leur classe, ce qui n'est pas le cas. Il y a toute une série de choses à faire, à agir sur le comportement des élèves. On se lève quand le professeur arrive, on ne le tutoie pas, on arrête les... Mais comment on les oblige à le faire? Vous avez Non, se lever. Ben, s'ils ne se lèvent pas, qu'est-ce qu'on fait? S'ils ne se lèvent pas, on les sanctionne, monsieur. Avec quoi? Eh bien, on les met en dehors de l'école. Voilà, pendant 3 jours, on effectue une sanction. Alors, sinon, on ne peut plus rien faire. Non, mais ça veut dire que pendant 3 jours, ils vont être en dehors de l'école. Comment a-t-on fait pendant... Est-ce que ça améliore la situation? Comment a-t-on fait pendant des siècles? Sommes-nous donc arrivés à un point de régression tel moi, à l'époque, comme collège, que nous ne sachions, monsieur, que nous ne sachions même plus comment on doit éduquer nos enfants et comment l'on doit imposer l'autorité du maître. Vous refaites les règlements intérieurs des écoles, par exemple? Mais évidemment. Et surtout, je demande à l'Éducation nationale de soutenir leurs professeurs. Parce que la réalité, c'est que les professeurs ne sont pas soutenus. Ils sont contestés eux-mêmes par leur hiérarchie dans l'autorité qu'ils cherchent à imposer. Et puis, il faut que l'école se reconcentre sur la transmission savoir. Voilà, le français, les maths, la grammaire, l'orthographe. Qu'est-ce qu'on supprime alors? Et qu'on arrête de se servir de nos gamins comme d'un cobaye. Vous voyez, la théorie du genre, par exemple, qui explique que non, en fait, on n'est pas vraiment ni des femmes ni des hommes, que tout ça c'est culturel. Faut qu'on arrête ça. Voilà, on va arrêter cela et on va revenir pour que nos enfants, en arrivant en 6e, ils sachent lire, écrire et compter correctement. Ça n'est plus le cas. Nous reculons. La théorie du genre, c'est pas l'école primaire, c'est au lycée. Mais non, mais c'est pas... Heureusement. Quoique... Christophe, il faut que nous rendions l'antenne. Nous régressons. Nous devons avancer. Nous avons la capacité d'avancer. Mais pour cela, il faut que les lions français arrêtent d'être dirigés par des ânes. Les lions dirigés par des ânes. Eh bien, on va rester sur cette pensée. Merci Marine Le Pen d'avoir été avec nous ce soir. Merci Christophe. Dans un instant, le journal de 20h vous est présenté par Marc Hautemans. Bonne soirée à tous.